Jean Laherrière, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, donc je suis un géologue, géophysicien à la retraite depuis pas mal de temps. Et quand on vous dit tout le monde, le changement climatique, c'est affreux. Non, on n'en parle pas, non. Si, on en parle, On en parle. Bon, moi je dis que bien, mais je regarde l'histoire. Si vous écoutez le roi Merlin, ou si vous voulez, tout le monde sait qu'en l'an 1000, hein, les Vikings avaient élevé des vaches au Groenland. Et qu'il y avait de la vigne à Londres. Et que après, il y a eu le petit âge glaciaire, qui a commencé à 1350, et qui a duré jusqu'en 1850. La Révolution française, c'est dû à quoi? Ça est dû à des mauvaises récoltes, les changements climatiques et l'éruption volcanique du Laki, en Islande. Donc les gens qui vous disent il ne faut plus qu'il y ait de changement climatique, mais lequel ils veulent y revenir, le changement climatique de 1800 en 1800, la Seine gelée tous les ans. Mais d'accord. Si je vous dis changement climatique, ça fait dégeler le permafrost. Oui. Et comme nos pétroliers sont très intelligents, ils nous ont mis des oléoducs vissés sur du permafrost qui se casse la gueule et qui fait dérailler les oléoducs. Enfin, je suis désolé, le permafrost, il est là depuis... vous savez que nous sommes en période de glaciation depuis 3 millions d'années. Vous savez ça? Il y a 3 millions d'années, il n'y avait pas de glaciation, parce qu'il n'y avait pas de continent, enfin si vous voulez, c'est la dérive des continents qui a ramené, en changeant, qui a ramené des continents autour du pôle Nord et au pôle Sud. Au Crétacé, il n'y avait pas de glace au pôle Nord. C'est pour ça que la mer était 150 mètres plus haut. Et qu'ici, à Paris, on était dans la mer. C'est la plage. C'était pas la plage, c'était là où vous avez des rêves. Donc, je vous dis simplement, les glaciations, il faut remonter à 300 millions d'années pour retrouver des glaciations dans le Carbonifère. Et depuis 3 millions d'années, nous sommes en glaciation la plupart du temps. Et il y a des périodes interglaciaires, nous sommes en période interglaciaire depuis 10 000 ans. La dernière, tout ça c'est dû au cycle de Milankovitch, astronomique. Bon. Donc nous sommes enfin, si vous voulez... Les pétroliers ne sont pas responsables du gaz à effet de serre, c'est ça? Non, je dis que d'abord, le gaz à effet de serre, je suis désolé, mais c'est pas le CO2 qui est le principal. C'est le pays des vaches. C'est le méthane. Non, c'est pas le pays des vaches. C'est la vapeur d'eau. Mais comme les gens ne savent pas, les scientifiques ne savent pas, je dirais, quantifier l'effet des nuages, et en plus de ça, ils sont incapables. Parce que les nuages, il faudrait actuellement tous les scénarios du GIEC, c'est des simulations. Vous avez un avis sur le GIEC? Ah oui, puisque moi, le GIEC, si vous voulez, le GIEC est basé, moi j'ai fait une conférence à Yassa. Vous savez ce que c'est Yassa? Bon, au moment où Kennedy et Khrouchtchev ont failli... C'était pour envoyer les scientifiques discuter en dehors. Voilà, donc ils ont créé Yassa, à Lassenburg, à Vienne. C'était International Application of Fossils. Donc pendant la guerre froide, il y avait un endroit dans le monde où vous avez des Américains et des Russes qui travaillaient ensemble. Et ils travaillaient sur le futur de la planète. Donc tous les scénarios du GIEC ont été conçus à Yassa, et par un gars qui s'appelle Nassi Zenovic, et qui à ce moment-là, en 1995, ils ont conçu des scénarios. Et c'était des scénarios qui ont été conçus par des économistes sans aucune réalité. Donc il y avait un gars qui dit « Oh, la population, elle peut être à 7 milliards en 2050. Non, elle peut être à 17, à 15, etc. » Ils ont fait des scénarios énergétiques qui n'ont aucun sens. Et c'est toujours ces scénarios qui sont envisagés. Parce que à ce moment-là, via les Nations Unies, il faut avoir l'unanimité. Donc ils ont eu l'unanimité sur des scénarios qui étaient absolument irréalistes. Moi j'ai fait un papier à Yassa en 2001, et il y avait Nassi Zenovic, qui disait qui disait qu'il y avait à avoir un pic pétrolier et que scénario était... J'ai été à Vienne en 2005, je crois. C'était la réunion des scientifiques américains. J'ai rencontré Joussel. Je lui dis vos scénarios. Joussel, oui. Donc il faisait une présentation. Moi je faisais aussi une autre. C'était loin. Je lui dis vos scénarios. Ils sont complètement irréalistes. Ils n'ont rien à voir avec ce que prédisent les grands experts, l'AIE, etc. Il faut les changer. Ah, il m'a dit on n'a pas le temps pour le prochain rapport, mais on le fera. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc tous les anciens, c'était des scénarios. Il y avait les 40 scénarios. Vous n'avez qu'à voir mes graphiques que j'ai vus et qui montrent qu'ils sont complètement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont remplacés. Maintenant, ils vous donnent ce qu'ils appellent du forçage radiatif. Donc c'est des watts par mètre carré. Donc ils ont remplacé les 40 scénarios par 4 scénarios qui sont 8, 5, 6, 4, 5 et 2. Et le 2 il est complètement irréaliste et les deux autres réalistes. Il n'y a qu'un seul. Mais quand les gars vous disent, les rapports du GIEC... Si je résume correctement, le GIEC pour vous n'est pas assez alarmiste. Non, mais ils ont des scénarios de 4 degrés, il est complètement irréaliste. Il y a qu'à voir... Pourquoi irréaliste? Parce qu'il est réaliste, leurs scénarios énergétiques et ils sont complètement en dehors de ce qui est possible. Il y a des... Moi, je fais des tas de scénarios qui sont plus pessimistes que l'AIE, mais qui prennent ceux de l'AIE, qui sont très optimistes, et ils verront qu'ils sont complètement là. Il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à temps que personne ne sait quel sera le climat, c'est tout. Personne ne peut prévoir. C'est pas difficile. Il y a eu des rapports qui ont été faits. James Hansen. Vous êtes climato-sceptique ou... Moi, je suis climato-sceptique en disant simplement qu'on est incapable de prévoir le climat. Et que les rapports, les scénarios du GIEC, mais alors c'est pas difficile, James Hansen a fait ces mêmes scénarios en 98. Et il a donné ses prévisions pour 2000 aujourd'hui. Allez voir mes papiers, et vous direz qu'il avait fait 3 scénarios. Il y en a 2 qui sont complètement... on devait être 3 degrés supérieurs, et il y en a un
qui colle avec la réalité, la température telle qu'elle est mesurée par les satellites, parce que je ne parle pas des stations qui sont plus ou moins... Parce que vous savez que les stations, quand elles étaient mesurées, à un moment, il faisait très froid, parce qu'il y avait beaucoup de scientifiques dans les goulags, donc il y avait beaucoup de mesures qui étaient faites dans les goulags. Maintenant, il n'y a plus personne dans les goulags pour mesurer les températures froides en Sibérie. Donc, le nombre de stations était même affaire. Pour revenir, les prévisions d'Hansen, sur les 3, il y en avait une de bonne, et celle qui était bonne, sa prévision, c'était pour une composition du CO2 qui était de 350 ppm, et on est à 400. Donc, leur scénario, si vous regardez les prévisions anciennes pour aujourd'hui, elles sont fausses. Et si vous regardez toutes les prévisions qu'ils ont fait, etc., ils sont complètement en dehors des mesures actuelles. Il faut s'attendre à pire? Non, il faut s'attendre à je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans... C'est que je ne sais rien. C'est que je ne sais rien. Si vous voulez, c'est une phrase, c'était Jean Gabin, plus je sais, plus je ne sais pas. Et moi, j'ai dit... c'est un peu plus grave que Jean. Et je dis, plus je sais, plus je ne sais pas, et les autres non plus, j'ai ajouté. Le principal reproche que je fais, je dirais, aux écolos, c'est qu'ils sont complètement axés sur CO2. Moi, il y a longtemps que j'ai écrit en disant le CO2 ne tue pas, mais les particules tuent. Qu'est-ce que font les écolos à l'heure sur les particules? Rien. Si, ils braillent beaucoup sur les particules. Ils braillent, oui, mais enfin, il y a un an ou deux. Moi, aller voir mes écrits, ça fait 10 ans que je gueule sur les particules. Et sur le diesel. Moi, j'ai jamais acheté une voiture diesel. Moi, j'ai été écolo, moi, je suis désolé. Moi, j'ai fait isoler ma maison de campagne il y a 20 ans. J'ai déjà renouvelé l'isolation des combles au bout de 20 ans. Donc, moi, j'ai pompe à chaleur géothermique. Qu'est-ce que vous faites dans votre action de tous les jours pour protéger la planète, mis à part la rénovation de votre isolation? Vous mangez de la viande? Oui, parce que j'en mange un peu, mais pas beaucoup, parce que j'assume mon état humain d'omnivore. Je suis désolé, nos ancêtres ont mangé de la viande et on est des omnivores. Et que, bon alors je respecte ceux qui disent qu'ils ne veulent pas manger de viande, mais bon. Jean, à vous. Oui, non, simplement, je voulais dire que là aussi, quand on parle de pollution, par exemple, on vous dit les Chinois, ils sont d'accord pour l'accord de Paris et pour la pollution. Tout le monde pense que c'est le CO2, mais les Chinois, le CO2, ils ne s'en préoccupent pas. De toute façon, ils ont accepté l'accord de Paris, mais c'est les émissions de CO2 par rapport à leur PIB. Et comme leur PIB est beaucoup plus que le truc, donc ils se sont engagés à rien. Mais les Chinois, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est pas le CO2, c'est les particules. Vous savez ce que c'est ABC, c'est Asiatic Brown Cloud, qui couvre toute la Chine et les Indes. C'est une pollution comme il y avait le fog à Londres qui était dû au bois de chauffage. C'était pas du tout le CO2, c'était de la suie, et là, c'est des particules. Et donc, c'est pas du tout le CO2 qui les préoccupe, les Chinois. Ils sont préoccupés à court terme pour leurs conditions sanitaires de leur population, c'est ça? Exactement, c'est irrespirable maintenant que le Pékin la plupart du temps. Jean, on va reparler du climat, oui. Parce que la communauté est un peu intéressée sur vos propos. Oui, mes propos de géologues. Oui. Moi, je connais des tas de géologues, ils sont comme moi, parce qu'ils ont étudié la géologie, etc. Et donc, l'Anthropocène, c'est... L'Anthropocène, bon, c'est l'homme, qu'est-ce que c'est Bon, maintenant, on est remonté. C'est très amusant, parce que quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à la science, donc c'était il y a très longtemps, l'homme de Néandertal était considéré comme une bête primitive, etc. Tandis que maintenant, on sait que nous avons tous des gènes de Néandertal. Pas tous, les Européens et les Asiatiques. Et que donc, moi je raisonne sur la façon dont, par exemple, l'homme... Je regarde plus les films parce que ça ne m'intéresse pas, mais par exemple les documentaires. Sur Arte. Sur Arte ou sur d'autres. Sur la fin, par exemple, des Mayas. Les Mayas, c'est le changement climatique qui les a anéantis. Donc, si vous voulez, moi... Sur l'exploitation de leur milieu. Oui, mais enfin, bon... il y a beaucoup de choses. Mais enfin, donc pour moi pour un géologue, si vous voulez, pendant 30 ans, pendant 30 ans, j'étais géologue, je cherchais ce qu'on appelle des patates. Donc, on fait les structures, puisque si vous voulez, le pétrolier, d'abord au début, il forait sur les endroits où il y avait des suintements. Après, il a vu qu'il y avait des anticlinaux de surface qui piégeaient le pétrole, puisque si vous voulez, pour avoir du pétrole, il faut avoir une roche-mère qui a été enfouie, suffisamment, ce qu'on appelle la fenêtre à huile, c'est entre 1000 et 3000, c'est en température qu'il faut dire, et puis la fenêtre à gaz, et puis dessous, c'est tout est cuit. Bon. Et il faut avoir donc une roche-mère, il faut avoir un système de génération d'huile, et il faut avoir une structure avec un réservoir et un truc imperméable pour dessus. La connexion avec le climat avec ça, c'est... Alors, le climat. Donc, pendant longtemps, la seule façon de chercher les structures en profondeur, notamment au Sahara, parce que les Sahara, les Américains, les Français ont exploré, les Américains ne voulaient pas. Ils disaient, il n'y a pas d'indice en surface, donc il n'y a pas... Parce que si vous voulez, dans le monde, vous avez à peu près 600 bassins sédimentaires, vous n'avez que 200 dans du pétrole. Parce qu'il faut avoir ces conditions de génération de pétrole. En Chine un peu ou pas, non? Comment? En Chine, il y en a? Ah oui, bien sûr, il y a des tas de bassins pétroliers, mais il y en a qui sont plus ou moins bons. Enfin, ils sont en déclin, les Chinois. Non, mais pour revenir donc la sismique, vous cherche des formes structurales en envoyant des ondes. Vous envoyez des ondes, c'est comme l'échographie, qui descendent et qui reviennent quand ils trouvent des poches. Des roches à haute vitesse. C'est comme des calcaires. Donc vous avez une roche calcaire, ça va vous renvoyer
hein, les ondes, et vous cherchez. Donc, qu'est-ce que vous faites la sismique, hein, le long de profil, vous tirez, hein, alors vous engendrez des ondes, c'est-à-dire autrefois on tirait, maintenant on vibre, et puis avec des géophones, des sismographes, donc on récupère ça, et on voit la forme de ces marqueurs sismiques. Donc moi, pendant 30 ans, enfin 37 ans, j'ai suivi des marqueurs sismiques. Et ce n'est qu'à la retraite que j'ai réalisé que ces marqueurs sismiques, c'était des changements climatiques. Quand vous voyez vos falaises de calcaire, par exemple, moi j'ai fait mes études de géologie à Grenoble, hein, à l'Urgonien, etc., toutes les grandes falaises, c'est du CO2 qui était dans l'atmosphère, qui se sont déposés au fond de la mer et qui a fait du calcaire. Donc c'est du changement climatique. Vous avez, allez voir mes papiers, vous avez l'une des grandes roches-mères qui est connue en Argentine, c'est la Vaca Muerta, la vache morte. C'est une alternance de calcaire et de grès qui font à peu près, quand vous voyez l'alternance, tous les 20 cm, grosso modo. Mais ça, c'est le cycle de précession des équinoxes, de 20 000 ans. Donc ça fait 20 000 ans. Donc vous voyez une répétition. Les équinoxes du système solaire. Du système solaire. Vous avez Milankovitch, c'est trois cycles. Vous avez la précession des équinoxes, c'est 20 000 ans. Vous avez l'obliquité, c'est 40 000 ans. Et vous avez l'ellipse de la Terre, hein, donc qui fait 100 000 ans. Parce que vous avez les glaciations, c'est tous les 100 000 ans. Et qui ne sont que depuis 3 millions d'années. Donc, pour résumer, si je comprends bien, c'est quoi votre point de vue sur mon point de vue, c'est que je dis, moi, le changement climatique, il y en a eu depuis 4 milliards d'années, que pendant 37 ans, moi j'en ai suivi. Alors on me dit, vous n'avez aucune compétence pour le climat. Mais je dis, bon, mais je suis désolé, mais pendant 37 ans, moi je suivais des marqueurs sismiques qui étaient les changements climatiques. Alors j'en connais autant que vous sur le climat. Hein. Bon, surtout qu'en plus de ça, hein, tous les gars qui vous disent, qui font des simulations du CO2, bon, la seule référence que j'ai trouvée pour quel est l'impact du CO2 dans les gaz à effet de serre, c'est une situation, c'est 26%, la vapeur d'eau c'est 60%, et ça c'est par temps clair. Moi je cherche encore qu'on me dise quelle est l'influence du CO2 par nuage. D'accord. Là, je viens de recevoir un graphique en ppm sur l'augmentation en CO2. Oui. Ça commençait vraiment à monter en flèche à l'ère industrielle quand même, non? Oui, mais il y a des... C'est quand même ça qui creuse le hockey, non? Non, parce que je suis désolé, personne n'a des mesures. S'il y a des mesures... Carotte de glace quand même, non? Non, attendez, j'attends, simplement. À l'heure actuelle, vous avez eu des mesures qui ont été faites du CO2 par des scientifiques, qui étaient faits, mesurés, du CO2, etc. Mais ça a été, Berck a fait des papiers, il y a des mesures qui ont été mesurées de 400 ppm il y a 200 ans. Mais on dit non, c'est des artefacts qui se sont bourrés, etc. Et on ne veut considérer que les mesures qui ont été faites dans les carottes de glace. La spécialité de Joussel, etc., et de Lorgus. Bon, or, dans les glaces, toutes les carottes de glace du Groenland, pour le CO2, sont considérées comme mauvaises parce que c'est trop très pollué. Par exemple, la fin de l'Empire romain, ça a été fait par ils ne trouvaient plus de leur monnaie et d'argent dans les mines de Rio Tinto. Les mines de Rio Tinto ont été épuisées par les Romains. Vous retrouvez, ils ont brûlé tous les arbres autour, vous retrouvez ces cendres des Romains de Rio Tinto dans les glaces du Groenland. Donc le CO2 est trop pollué. Donc il faut aller en Antarctique pour avoir des mesures de CO2 qui sont acceptables. Or, si vous allez à Vostok, les mesures, ils ont mesuré jusqu'à 400 000 ans, puis maintenant ils sont montés un peu plus haut. Donc vous avez ces bulles de glace qui ont été des bulles d'air, qui sont dans la neige et qui ne sont scellées qu'à 100 mètres de profondeur. Or, à Vostok, il tombe 5 cm, c'est plus aride que le Sahara, l'Antarctique, il ne tombe que 5 cm par an. Donc, pour arriver à voir le scellement de ces bulles de gaz à Vostok, il faut attendre 5000 ans. Donc, quand ils disent qu'ils mesurent le CO2 dans la glace, ils mesurent quelque chose, pendant ces 5000 ans, les bulles ont été en communication avec l'atmosphère. Donc, ils mesurent quelque chose qui sont lissés. Donc, quand les gars qui vous disent on mesure les mesures du CO2, si vous regardez sur les 5000 ans à l'heure actuelle, l'âge du pic pétrolier, ça va faire une pointe qui va démarrer de 1850 et qui va s'atteindre en 2050, 200 ans, ou mettons 2100. Et que là-dessus, si vous faites un lissage sur 5000 ans, votre pic pétrolier, il va complètement devenir quelque chose complètement apathie. Donc les mesures de CO2 qui viennent des carottes de glace, qui sont citées par tout le monde, etc., elles sont lissées. Et ça, ils n'en tiennent pas compte. Et vous avez discuté avec le GIEC de tout ça, il pense quoi de quand la seule fois que j'ai discuté avec Joussel, etc., mais enfin, moi je suis ouvert, mais bon, ils ont leur idée, etc. Et puis, bon, mais je vous dis, la seule fois que j'ai discuté avec Joussel, il a transformé, il a changé donc, les scénarios énergétiques dans du forçage radiatif. Donc maintenant, c'est du watt par mètre carré. Alors maintenant, on ne peut plus rien dire. Watt par mètre carré, moi, je ne suis pas compétent. Mais personne ne sait, parce qu'ils font des différences de radiation, si vous voulez, où les mesures qu'ils font, qui prennent en considération l'effet de l'homme, etc., sont inférieures à la précision des mesures. Ça vous intéresserait qu'on vous fasse interagir avec Jean Jouzel? Oh ben oui, moi j'ai dit oui. Nicolas Meillon.
Moi, je veux bien. Moi, j'ai